Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres. Réunion donc à la primature sur l'introduction d'une nouvelle culture de management public. Et au Congo, ouverture de l'enquête après l'accident du train qui a fait 17 morts. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce mercredi au Palais du Peuple une importante réunion destinée à renforcer le processus de suivi et évaluation des politiques publiques mises en œuvre en République de Djibouti. La séance a donc réuni sous l'égide du Premier ministre l'ensemble des membres du gouvernement ainsi que de hauts cadres du cabinet de la présidence et de la primature. Par ailleurs, une délégation de la Banque mondiale ainsi que des experts internationaux issus d'un cabinet malaisien ont également pris part à ces assises de concertation portant sur les voies et moyens d'insuffler une nouvelle culture de management public à Djibouti. Et dans cette optique, une unité administrative restreinte de haut niveau chargée de la mise en œuvre du concept appelé Delivery Unite, dont la charge est de collecter et analyser les données dans une optique de meilleure performance, sera mise en place prochainement. Et ce, pour appuyer le processus de suivi et évaluation des politiques publiques mises en œuvre et plus globalement de l'action gouvernementale dans son ensemble. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamel a souligné l'importance primordiale que revêt cette nouvelle approche. Il a surtout insisté sur la nécessité d'une évolution des mentalités et des méthodes de travail afin de rendre effective l'introduction d'une nouvelle culture de management et de gestion axée sur les résultats. On l'écoute. Certes, par cette volonté du gouvernement de mettre désormais l'accent sur la visibilité, l'efficacité des actions gouvernementale, conformément aux nouvelles orientations fixées par la feuille de route du président, nous sommes plus que jamais déterminés à relever les défis et à concourir à la réalisation de nos objectifs afin, in fine, impacter positivement les conditions de vie de nos concitoyens. C'est justement dans ce contexte que le concept Delivery Unit est apparu sur la base d'une idée très simple. Créer une équipe restreinte de très haut niveau, positionnée au niveau de la coordination gouvernementale pour collecter et analyser les données dans une optique de meilleure performance dans la réalisation d'un certain nombre d'objectifs politiques considérés comme prioritaires. Cette approche donne potentiellement à notre gouvernement une nouvelle capacité à tenir ses engagements et à rendre compte au moment où le citoyen exige toujours plus de dialogue et de transparence. Également dans l'actualité, le vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Farid Belhadj, actuellement en visite de travail à Djibouti, a été reçu hier à la primature par le Premier ministre Abdelkader Kamel. L'entrevue s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, du directeur du cabinet de la primature, Youssouf Aouled. Était également présent le nouveau représentant résident André Kirchner et l'ancien résident en fin de mission à Toussek. La discussion donc a essentiellement porté sur les avancées de la coopération fructueuse existant entre l'institution financière internationale et la République de Djibouti. Farid Belhadj a pris ses fonctions de vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord le 1er juillet 2018. Il était auparavant directeur de la région Pacifique de 2009 à 2012 pour laquelle il a élaboré une stratégie régionale qui a permis d'augmenter considérablement l'aide de la Banque mondiale aux petits États en améliorant les financements accordés par l'institution du groupe de la Banque mondiale aux pays à faible revenu. Une cérémonie
L'académie de police. L'académie de police a également tenu une cérémonie. Donc, nous reviendrons au cours de cette édition sur cette cérémonie. Et le vice-président de la banque a été reçu par le Premier ministre. Et par la suite, une cérémonie de remise de distinction s'est déroulée le 3 juillet aujourd'hui au cabinet de la primature. Ainsi, le Premier ministre Abdelkader Kamil a remis un insigne de mérite et de distinction à une personnalité originaire du Sénégal. Il s'agit de monsieur Atousek, qui est élevé au rang d'officier dans l'ordre national du 27 juin. Ont assisté à cette cérémonie plusieurs autres personnalités, dont le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur, la ministre du Logement et également celui de la Santé, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. Atousek a exercé la fonction de représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, et ce depuis le 1er juin 2016. Avant sa mutation à Djibouti, Atousek avait exercé en qualité d'économiste spécialisé dans l'éducation dans plusieurs pays d'Afrique. Puis avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, et nous avons pu apprécier la chaleur du peuple djiboutien, ce qui nous a facilité le travail. Et nous avons été engagés avec le gouvernement, avec le peuple djiboutien, pour apporter du mieux que nous puissions pour améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi supporter le gouvernement de Djibouti dans son effort de réduire la pauvreté et d'amener la prospérité dans chaque ménage. Je pense que c'est un travail qui va continuer, et au nom de la Banque mondiale, je remercie toutes les autorités, le peuple et tout pour l'accueil chaleureux que nous avons eu au niveau de Djibouti. Je vous remercie. Et nous vous le disions il y a un instant, l'académie de police Idriss Farah Abane de Nagar a abrité hier en fin d'après-midi une cérémonie de remise des clés de 2 camions citernes et de plusieurs réservoirs d'eau. Ces matériels remis au ministre de l'Intérieur sont destinés aux migrants qui empruntent la difficile route migratoire qui transite par Djibouti. Ce noble projet mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, sur le financement du Royaume d'Arabie saoudite, et s'inscrit dans le cadre d'un programme d'appui pour pays frontaliers comme la Somalie et l'Éthiopie. La question de l'eau reste au cœur de tous les combats, et pour les nombreux migrants qui tentent la traversée de notre pays, le manque d'eau peut s'avérer mortel. Et pour répondre à cette problématique, 10 citernes ou réservoirs d'eau et 2 camions citernes seront désormais installés le long du corridor pour aider les migrants vulnérables à lutter contre la déshydratation et la soif. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, la chargée de mission de l'OIM, Lalini Verasami, et les représentants des préfets de Tadjoura et d'Obok ont pris part à cette cérémonie qui s'est tenue au sein de l'académie de police Idriss Farah Abane de Nagad. La réponse au Yémen. Et dans le cadre de cette réponse, c'est un projet qui appuie également les pays frontaliers et concernés par cette problématique, notamment Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Et surtout la Somalie et Djibouti, effectivement. Donc, dans le cadre de ces activités ici à Djibouti, nous avons voulu prioriser nos activités, nos actions sur la question de l'eau et de la migration. L'eau, c'est la vie. L'eau a été aussi toujours une problématique pour les migrants qu'on retrouvait morts tout simplement de déshydratation. Donc, monsieur le chargé des affaires politiques, je pense que cette donation auprès des autorités va certainement contribuer à sauver des vies, à appuyer toute la mission que le gouvernement met en œuvre pour protéger ces migrants les plus vulnérables, et surtout dans le tronçon, comme le colonel l'a mentionné, dans le tronçon la plus importante, qui est celle de Arta vers Tadjoura, destination finale Obok. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumin Ahmed Hassan, a rappelé que dans notre religion, l'eau reste le plus bel acte de charité. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on est réunis dans cette salle pour un geste noble par l'équipement qui va être donné, mais noble aussi dans notre tradition musulmane. Je pense que la plus belle charité qu'on fait et le plus bon don qu'on fait, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Et je pense se dire qu'aujourd'hui, une personne vivante, traversant, quittant chez elle pour aller vers un autre lieu
dont elle ne connaît pas ce qui l'attend, avoir de l'eau sur son chemin. Je pense que l'idée est vraiment noble, comme je l'ai dit, et je pense qu'elle est très importante de dire qu'aujourd'hui, on doit venir aux personnes qui sont dans la vulnérabilité de déplacement, vulnérabilité générale tout simplement. Effectivement, comme la représentante de l'OIM a dit, ces personnes, quand elles sont sur ce trajet de la migration, elles rencontrent beaucoup de difficultés. La difficulté de la physique, mais je pense que la difficulté physique, l'effort physique qu'ils fournissent, si jamais ils trouvaient de l'eau sur leur chemin, ils arriveraient à la surmonter. Et dire aujourd'hui, on pense à ces gens-là et on va rendre cette eau accessible, je pense que c'est un beau geste et une belle initiative de la part du ministère de l'Intérieur et de la part de l'OIM qui a bien voulu aller mobiliser les fonds auprès du partenaire, le pays, le Royaume d'Arabie Saoudite. Et c'est un bel geste que le Royaume d'Arabie Saoudite fait à une population qui migre. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Char, a remercié l'OIM et l'Arabie Saoudite pour ce noble geste. C'est toujours agréable de recevoir quelque chose, mais quand il s'agit d'un camion-citerne ou dans un pays aussi aride que le nôtre, ça ne peut faire que plaisir. Et je remercie le Royaume d'Arabie Saoudite et l'OIM pour tous les efforts engagés pour la réception de ce matériel, à usage destiné non seulement à la population migrante, mais aussi à la population haute, j'espère bien. Et je crois que les messieurs de Tadjoura et d'Obok, ces équipements ne seront pas exclusivement pour eux. Le don doit servir à tout le corridor et j'espère qu'on va vous allez en faire un bon usage et surtout en matière d'entretien. Et nous allons nous-mêmes contribuer pour que ces populations aient de l'eau. C'est vraiment un geste noble, comme l'a si bien dit Madame la ministre de la Femme et de la Famille. Je ne peux qu'ajouter mes sincères remerciements. Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre du projet de renforcement de la productivité des productions végétales et animales, à Djibouti, le bureau de la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a organisé un atelier de restitution et de validation d'une étude portant sur la documentation des mécanismes d'accès aux ressources naturelles, aux moyens de production, de stratégies de suivi et les habitudes alimentaires et nutritionnelles des ménages ruraux à Djibouti. L'objectif étant donc de procéder à la restitution des résultats et conclusion des études menées par le bureau d'études à toutes les parties prenantes en vue de sa validation et analyser donc des données socio-économiques et environnementales dans les milieux ruraux. Devant vous, pour l'atelier de validation et de restitution de l'étude qui a été commanditée par la FAO et connue sous le titre de la documentation des mécanismes d'accès aux ressources naturelles, aux moyens de production, de stratégies de suivi et les habitudes alimentaires et nutritionnelles des ménages à Djibouti. Cette étude a été initiée dans le cadre du projet Reprova, connu plus clairement comme projet de renforcement de la productivité des productions agricoles et animales à Djibouti, et dont l'étude a été menée par le bureau d'études ISUCO. Je vous en remercie. Mesdames, Messieurs, en effet, comme vous le savez, ce projet a été financé par l'Union européenne. Vous me permettrez de saisir cette opportunité pour remercier l'Union européenne pour son appui qu'il apporte au gouvernement de Djibouti. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a remercié l'ensemble des personnes représentant et tous les responsables qui ont fourni des efforts pour la réussite de cet atelier. Comme vous le savez, dans le cadre d'un projet et d'un appui financier que le ministère de l'Agriculture a obtenu auprès de l'Union européenne, que je félicite au passage, nous avons initié avec l'assistance de la FAO des projets intitulés Reprova.
Ce projet REPROVA est consacré essentiellement au développement de l'agriculture et de l'élevage en particulier. Cette étude qui a été menée dans le cadre de ce projet permet d'identifier les sites propices au développement de l'agriculture et de l'élevage. Une fois cette étude complétée, validée, des recommandations doivent servir et sortir de cette étude pour nous permettre de développer des sites témoins, des sites où on peut à la fois développer l'agropastoralisme et essayer de faire de sorte qu'on ne se lance pas comme ça, mais un site approprié, disposant de toutes les ressources naturelles disponibles. Donc c'est ça l'objet de cette étude. Et l'objet de cette étude va nous présenter une stratégie à définir à long terme pour nous permettre de se baser sur tous les projets de développement agricole que le ministère initie actuellement. Donc c'est une étude importante. Votre contribution est la bienvenue et nous souhaitons que de cette étude sortent des recommandations fortes permettant d'orienter les actions du ministère de l'Agriculture. Sur ces points-là, je vous souhaite et je déclare ouvert l'atelier de restitution et de validation de cette étude et vous souhaite un débat fructueux. Dans le cadre du plan de riposte contre l'épidémie du paludisme, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en collaboration avec l'UNFD, a tenu donc le 1er et 2 juillet au siège de l'UNFD des réunions d'information auprès de relais communautaires des communes de Boulaos et de Balbala. Au cours de ces réunions, donc, la parole a été prise donc, à tour de rôle par la vice-présidente de l'NFD, Hasna Ahmed Bilil, et la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Ifrah Ali, pour remercier donc, les participants de leur disponibilité et leur engagement et ont insisté sur la collaboration de tous face à cette épidémie. Les discussions donc, ont également porté sur la sensibilisation et la prévention de la population sur les risques de contamination et la limitation des facteurs de prolifération des moustiques dans la ville de Djibouti. Il a été également question de la mise en place prochainement des formations destinées aux leaders communautaires des 2 communes pour mener à bien les messages donc, de sensibilisation et de prévention. Le moral donc est une mesure de la confiance en soi d'un groupe, de sa joie de vivre dans le domaine sportif. Le moral de l'équipe traduit sa volonté de se battre et de gagner. C'est dans cet esprit que les joueurs de l'équipe nationale U14 ont eu aujourd'hui une rencontre avec les hauts responsables du secrétariat d'État à la jeunesse au sport et de la Fédération djiboutienne de football. Cette réunion qui s'est déroulée dans la salle de conférence du centre technique national a été parrainée par le directeur du sport, Abshir Ali, et le secrétaire général de la FDF, Youssouf Ahmed. L'objectif de cette démarche étant avant tout d'apporter le soutien moral du secrétariat d'État et de la fédération à l'équipe pour qu'elle puisse s'illustrer lors de la 4e édition des World Games de Paris qui aura lieu en France du 7 au 13 juillet prochain. S'exprimant à cette occasion, le directeur des sports a indiqué qu'il a été mandaté par le secrétaire d'État pour transmettre aux joueurs et membres du staff technique ses vifs encouragements et son soutien. Il a par ailleurs souligné que les joueurs de l'équipe nationale U14 ont été sélectionnés à partir d'un effectif de 1200 joueurs et constituent les fruits des efforts de 2 années de travail menés par la FDF. Il a saisi cette opportunité pour saluer et rendre hommage à la fédération et plus particulièrement à son président Souleymane Hassan Ouabri. 1200 jeunes, comme les responsables techniques nous l'ont souligné. Et au niveau de ces 1200 jeunes qui sont répartis sur notre pays, ce programme a sélectionné et retenu 25 jeunes. 25 jeunes qui sont là aujourd'hui devant nous et qui vont prendre part à ces programmes ou bien à ce tournoi qui se déroulera à Paris. Donc, vous avez profité d'un entraînement de 4 fois par semaine. Vous avez profité d'un stage bloqué dans la région de l'intérieur et particulièrement à l'ICBA. Et récemment, vous bénéficiez d'un stage bloqué d'environ une dizaine de jours, environ bientôt 10 jours, ici au Centre technique national. Donc, c'est une fierté et c'est un grand pas pour le développement et la promotion de notre football. La Fédération djiboutienne de football veille à ce que nos jeunes aient la possibilité de se surpasser et de confronter les jeunes du monde. Donc, c'est fort louable et nous encourageons et nous appuyons la Fédération djiboutienne de football d'œuvrer toujours dans cette politique.
Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, son Excellence Hassan Mohamed Kamil, suit de près les différentes catégories de jeunes qui sont en formation depuis 2 ans ici au niveau de la Fédération djiboutienne de football. Je demande et j'invite et j'exhorte également à la population djiboutienne de croire à ce programme parce que nous avons lancé ce programme depuis 2 ans et Inch'Allah, dans 4 ans, nous aurons des résultats et nous aurons le fruit. La ville Assad Diop a abrité hier la 25e réunion du comité conjoint djibouti-éthiopien des administrateurs et responsables des régions frontalières. Cette rencontre a été coprésidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdelkader, côté djiboutien, et de Yibeltel Amero, directeur général chargé des relations des pays voisins, et de l'IGAD auprès du ministère des Affaires étrangères côté éthiopien. Les discussions relatives donc aux différents points à l'ordre du jour de cette 25e réunion du comité conjoint djibouto-éthiopien continueront jusqu'au 4 juillet. L'ambassadeur éthiopien a indiqué donc qu'avec le leadership sage et stratégique des 2 dirigeants des 2 pays, Djibouti et l'Éthiopie vont rapidement dans la bonne direction et les 2 pays collaborent plus que jamais auparavant sur divers projets conjoints à long terme qui sont essentiels aux avantages mutuels des générations actuelles et futures. C'est avec un grand honneur particulier que je tiens à exprimer ma gratitude d'accueillir la 25e réunion conjointe des administrateurs des régions transfrontalières entre la République de Djibouti et la République fédérale de l'Éthiopie à Addis Abeba, dans le cadre du renforcement de la coopération stratégique de 2 États frères. À cet effet, je profite de l'occasion de souhaiter la bienvenue à la délégation éthiopienne, principal hôte à cet événement, ainsi que les autorités djiboutiennes. Et les principaux points donc des discussions et des propositions tourneront donc selon le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Siraj Omar Abdelkader, autour des thèmes comme la circulation des personnes et des biens, notamment les mouvements des touristes, l'échange des biens et services sur le corridor liant les 2 pays et surtout de la situation des populations transfrontalières et la surveillance accrue des activités suspectes et de la contrebande, plus précisément du commerce illicite. On l'écoute. Le rôle principal et le rôle premier de notre comité, c'est de faciliter basiquement la circulation des biens et des personnes. Bien entendu, autour de cet aspect, comme vous le voyez, très technique, qui consiste à faciliter donc il y a la douane, il y a la police, accessoirement l'armée, les préfets de région, etc. Aussi, ça a été une décision du groupe d'évoluer un petit peu, je pense que c'était à la dernière réunion de Sambra, d'évoluer un peu, d'ouvrir un peu les champs d'action de notre comité, d'où l'idée aussi de développer un autre volet qui est le commerce transfrontalier entre nos 2 pays. Encore une fois, bienvenue, merci de votre présence. Et peut-être que je vais ajouter, pour la première fois, je suis à ma 5e participation. Tous les préfets aussi sont à leur 5e participation avec moi. Il y a un nouveau préfet qu'on a accueilli, c'est le préfet de Bok, M. Hassan Dabalé, qui participe pour la première fois à ce comité. C'est aussi une preuve que de notre côté, en tout cas du côté de la délégation djiboutienne et du pays, la volonté d'ouvrir un peu plus notre relation, de l'améliorer et de l'étendre un petit peu à toutes les régions. En nouvelles du monde à présent, au Congo, ouverture d'une enquête après l'accident de train qui a fait 17 morts à Pointe-Noire. Au Congo, la collision entre 2 trains de marchandises dans la nuit de dimanche à lundi a coûté la vie à 17 personnes alors que 25 autres ont été blessés. C'est le nouveau bilan communiqué par les autorités qui ont par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête. Un précédent bilan a annoncé la mort de 13 personnes et plusieurs blessés. Quelque temps après l'accident, de nombreuses familles se sont rendues à la morgue municipale pour effectuer la reconnaissance des corps et de leurs parents. Le chemin de fer du Congo, qui peine à relancer ses activités après la longue période d'arrêt causée par la crise du pool, est toujours dans la tourmente. Les travailleurs du chemin de fer Congo-Océan accumulent plusieurs mois d'arriérés de salaire. L'accident ferroviaire de dimanche est le 4e après ceux de Mvunguti de 1992, de 2005 et puis celui de Yanga en 2012.
Mort de 14 sous-mariniers russes, peu de choses ont filtré donc sur les circonstances du drame, mais il n'est pas sans rappeler la tragédie de Koursk. 14 marins sont morts dans un incendie à bord d'un sous-marin russe. Le président Vladimir Poutine l'a confirmé sans citer le nom du submersible. Officiellement, donc, l'appareil basé à Savemorsk, dans l'Arctique, était destiné à l'étude des environnements marins et du fond des océans. L'incendie donc est survenu hier et les sous-mariniers auraient été intoxiqués par les émanations. Et enfin, trouver une solution consensuelle pour l'Union européenne, c'était d'un jeu d'enfant. Soulagement, c'est le sentiment qui règne à Bruxelles. Les dirigeants des États membres de l'Union européenne se félicitent d'avoir finalement trouvé une solution consensuelle. Le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est montré particulièrement enthousiaste à l'égard de celle qui va lui succéder, Ursula von der Leyen. La solution von der Leyen est la bonne, parce que choisir une femme pour être un atout pour la politique étrangère et de défense. Elle a la sensibilité sociale que les autres n'avaient pas. C'est en ce sens que je pense que le Parlement serait bien inspiré d'approuver la solution proposée par le Conseil européen, a-t-il indiqué. Le président français Emmanuel Macron a souligné que Paris et Berlin avaient su rassembler autour de ce choix. Cet accord est aussi le fruit d'une entente franco-allemande profonde. Nous n'avons cessé de nous coordonner, d'œuvrer ensemble et d'une capacité aussi à travailler avec l'ensemble des partenaires européens de toutes les familles politiques. Et le président sortant du Conseil européen, Donald Tusk, a de laisser entendre que les négociations avaient été un jeu d'enfant cette fois-ci. Nous nous sommes mis d'accord sur l'ensemble de paquet donc avant la première session du Parlement européen il y a 5 ans. Il nous a fallu 3 mois pour prendre une décision et certains dirigeants étaient encore contre à la fin. Cette année, il nous a fallu 3 jours et personne ne s'y est opposé. C'est tout pour ce journal. Merci de votre très aimable fidélité. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.